Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Aujourd'hui, on va parler un peu du mercato d'hiver, qui est souvent un mercato d'ajustement, et au final, on se rend compte qu'il ne se passe pas grand-chose, je trouve. À part l'énorme coup, celui-ci, je parle bien évidemment de Kvaratskhelia qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain. On va regarder son profil, on va regarder comment il va jouer, ce qu'il va apporter au Paris Saint-Germain, ce qu'il va apporter à la Ligue 1, ce qui va permettre au Paris Saint-Germain de passer un cap en Champions League, comment il va jouer sous Luis Enrique, avec qui devant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais avant tout, abonne-toi mon gars et n'oublie pas d'activer la petite cloche, c'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour moi c'est important car ça m'aide pour le référencement. Donc on va récapituler un peu le parcours du joueur, on va parler du Napoli aussi un peu cette année, on va regarder quels sont ses points forts, quel est son style de jeu, qu'est-ce qui va amener quelle va être la plus-value qu'il va amener au Paris Saint-Germain et est-ce qu'il va permettre au club de grandir dans ce projet qui a pour but d'aller le plus loin possible en Champions League car c'est un très jeune joueur. Je vais vous expliquer tout ça et on va en parler ensemble et je vais vous dire pourquoi je pense que ça reste une excellente recrue. C'est parti, let's go! Alors là, le joueur est à Paris, ça va être officialisé normalement demain, ce week-end, samedi. Le joueur a fait ses adieux au Napoli. On n'a pas encore tous les détails, mais l'offre devrait tomber dans les 70-75 millions d'euros avec les bonus. Donc Kvaratskhelia, petit ailier virevoltant géorgien, excellent joueur, pour moi un des meilleurs en Europe sur son côté gauche. C'est un joueur qui a une grosse capacité d'élimination, c'est un joueur qui a une énorme frappe, qui déclenche très vite des frappes soudaines. C'est un joueur qui peut repiquer à l'intérieur. Il se sert beaucoup de son pied droit pour repiquer. Il a des très bonnes stats. On va regarder ses stats sur ces deux dernières saisons en Serie A, surtout la saison où ils sont champions. C'est bien meilleur que les ailiers du Paris Saint-Germain actuel, dans un championnat plus difficile. Tu as déjà prouvé des choses puisque tu as gagné le titre avec Spalletti qui était... Le Napoli n'avait pas gagné de Scudetto depuis plus de 33 ans, je crois. Il a été monstrueux, il a été très vite adopté par les supporters. Donc je disais aussi, c'est un joueur, moi il y a quelque chose qui me marque sur Kvara, c'est un joueur qui a une capacité d'adaptation. C'est un joueur qui ne se cache pas. Il a sa technique, pour lui bien évidemment. Il a une palette technique large. Et quand Naples a gagné le Scudetto, même avant les supporters du Napoli, même avant que Naples ait gagné le Scudetto, les supporters du Napoli, qui sont un public de connaisseurs, ils l'avaient déjà surnommé Kvaradona. Donc ça veut dire quand même, ça prouve quand même l'impact énorme qu'il a eu au Napoli ces 2 dernières années. Donc on va regarder ses stats qui sont très bonnes. Il s'est rapidement intégré avec Spalletti, ça a vite été la love story, très bonne complicité avec Lobotka et Osimhen. Bon, j'ai entendu des petites critiques sur lui, comme quoi il avait mis que 2 buts en Ligue des Champions, mais bon, ça c'est des statistiques, c'est des petits, c'est des gens qui jugent que sur la stat, quoi. Le foot c'est pas que de la stat. Voilà, c'était la première fois qu'il jouait la Champions League depuis longtemps, donc. Mais bon, si vous regardez justement ces matchs contre l'Ajax, contre Liverpool. Je crois aussi un match contre l'Inter et la Juve où il marque. Il est présent dans les gros matchs. C'est un joueur qui ne se cache pas. En sélection aussi, il ne se cache pas. Rappelez-vous de l'Euro, il a été plutôt bon. Avec une équipe, on va dire, la Géorgie, avec une équipe d'outsiders, on va dire, avec une équipe moyenne. Il est énorme dans l'implication. Ils se font sortir ensuite par le Milan en Ligue des Champions. Bref, ça c'était la saison du Scudetto il y a 2 ans. Mais là, il a fait ses adieux au Napoli. Les supporters, les tifosi du Napoli ont déjà commencé à enlever les posters et les fanions et les jeter à la poubelle. Ça va très vite en Italie, on s'enflamme. Ça, c'est un des problèmes du foot pour moi, c'est qu'on brûle vite ceux qu'on a adorés. Voilà, on peut regarder rapidement la petite heatmap. On voit que c'est vraiment un joueur qui joue côté gauche. Mais il repique un peu des fois dans l'axe. Il se retrouve aussi dans la zone de danger au 16,50 m. Donc typiquement, c'est un ailier qui va jouer côté gauche, qui est plus fort du pied droit. Mais ça, je pense que vous le savez. Alors, il faut savoir que justement, sur sa capacité d'adaptation, il a joué avant d'arriver à Naples. Il a été tout de suite bon, il a tout de suite progressé même. Il venait du Dynamo Batumi, il a joué au Rubin Kazan. Donc des clubs, clairement, sans leur manquer de respect, de seconde zone. Il s'est très vite adapté. Et il a été excellent déjà la première saison où je racontais un peu, c'était la love story avec Spalletti. C'était vraiment un des hommes de base de Spalletti. En sélection aussi, pareil. Voilà, c'est un joueur qui a une palette technique large, c'est un joueur qui est créatif. Il peut jouer dans les petits espaces, il peut repartir, il peut centrer à pied gauche, il peut dribbler, repiquer à l'intérieur. Il peut alterner jeu court, jeu long, il peut mettre des frappes exceptionnelles. Il tire bien les coups francs, il tire bien les corners.
C'est un très bon tireur de coups francs, ça va être un vrai plus pour le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain est faible sur les coups de pied arrêtés. Ça va être beaucoup mieux que Dembélé sur les corners, les coups de pied arrêtés. Ça va être un boost niveau créativité. Ça va amener de la concurrence à Barcola. Donc ça, vraiment, c'est bon. Là, je pense qu'avec Naples, il est arrivé à la fin de l'histoire d'amour. Sous Spalletti, c'était magnifique. Il y a eu l'après-titre qui a été mal géré. Naples n'était pas calibré pour ça. Ils ont fini 10e, saison catastrophique. Ils ont pris Rudy Garcia, ils ont pris Mazzarri. Ça n'allait pas, ça pressait pas. Il était frustré. Osimhen, son pote, est parti. Donc voilà, c'était plus compliqué cette année où il est un peu moins bon. Il réussit moins de dribbles cette année parce qu'il doit partir de plus bas, parce que le style de jeu de Conte, c'est pas le même. Et il sait qu'aussi, quelque part, il savait qu'il allait partir. Donc l'année dernière, il avait déjà des très grosses offres, des offres de plus de 100 millions. Mais De Laurentiis, personnage expressif et excessif, il s'est enflammé. Il a dit, moi, c'est 120 millions et tout. Puis au final, De Laurentiis, t'as pas vendu. Donc là, tu dois vendre cet hiver un peu en catastrophe pour 75 millions, quoi. Donc au final, le Napoli va quand même perdre de l'argent. Autre élément sur ce transfert, il faut savoir que Kvara avait toujours le salaire de son premier contrat. Je crois que c'était 1,7 ou 1,8 millions d'euros par an. Donc il voyait des jeunes joueurs arriver au Napoli qui avaient des plus gros salaires que lui, et c'était un des salaires quasiment les plus faibles du club. Donc ce qui peut aussi expliquer son mécontentement, bien évidemment. Quand vous voyez des jeunes arriver qui n'ont rien prouvé et que vous êtes une star historique de l'équipe, qui sont mieux payés que vous avez un peu les boules, je pense. Alors, ok, donc là, Kvara, il arrive, machin, ok, il va jouer côté gauche. Imagine, il va nous faire du Kvara traditionnel, mais on va toujours se reposer sur la même question, sur l'organisation du PSG. C'est-à-dire que c'est très bien beau d'avoir un mec créatif qui sait faire des caviars, qui sait faire des divs, des passes D, des frappes, mais si tu n'as personne pour finir les actions, c'est pas Dembélé qui va marquer. Bon, même si là, il a mis 3-4 buts, ça s'enflamme parce qu'il a marqué des buts contre Saint-Etienne et Reims. Mais bon, voilà, pour moi, c'est pas suffisant, je répète. C'est quoi, Ramos peut-être, s'il est titulaire, pourquoi pas. Ramos n'est pas toujours titulaire, mais lui, il a une capacité à marquer dans la surface. Il peut marquer dans beaucoup de positions, pourquoi pas. En tout cas, je pense que Kvara, il a largement le niveau pour marquer et faire des passes D dans la Ligue 1, c'est sûr. Il y avait Manchester United qui était sur lui aussi et Liverpool, je pense, mais le plus sérieux, je crois que c'était Manchester United. Honnêtement, il a bien fait de ne pas aller à Manchester United parce que cette équipe de United, personne ne peut la sauver. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur eux, que ce soit au niveau de l'effectif déjà. Enfin bref, je ne sais pas, vous commencez à parler d'United, c'est pas le but de la vidéo. Donc bon, bref. Voilà, l'après-Scudetto a été compliqué à gérer pour le Napoli, on l'a vu, ils ont fini 10e, c'était un gros bordel, ils ont changé d'entraînement 3 fois. Là, c'est mieux avec Conte. On a Conte, on a un entraîneur clair, on a un entraîneur exigeant qui a un charisme. Conte, tu sais que tu vas bien défendre, tu vas jouer un peu le contre, tu vas jouer avec un 4-3-3 avec des bonnes sorties de balles sur les côtés, des transitions rapides, tu vas jouer le contre, tu vas chercher Lukaku en point de fixation. Tu sais comment tu vas jouer avec Conte. Ça déjà, tu as un projet défini. C'est ce que De Laurentiis voulait. Tu voulais rejouer une qualif en Champions League. Ils sont en train d'y réussir, il n'y a pas de souci. Ils ont mis des nouveaux joueurs. Je pense à McTominay, à Neres aussi, qui va remplacer Kvara, qui sont bons. Donc tu es en course pour le titre. Donc le côté du Napoli, là, ça va mieux. Clairement, ça va mieux. Mais attention quand même, Conte, parce que on sait que Conte peut sortir des dingueries en conférence de presse. Il peut épuiser ses joueurs à l'entraînement, ce qui lui a déjà valu des gros conflits dans les vestiaires dans ses anciennes équipes. C'est un entraîneur aussi qui peut péter un peu un câble devant la presse. Il est très dur sur la prépa physique, donc attention s'il y a un grain à sable que le Napoli perd 1 ou 2 matchs, ou l'année prochaine s'ils vont jouer la Champions, que l'effectif n'est pas rodé à jouer 2 matchs par semaine. Là, on va voir comment, une petite question sur Conte, comment il va gérer surtout la deuxième saison. Donc là, voilà, Conte, d'habitude, il arrive c'est un mec qui a de la personnalité, qui a de l'expérience, qui est très respecté. Il arrive à convaincre les joueurs. Mais là, sur Kvara, voilà, il n'a pas réussi. Donc, c'est dommage pour lui, mais il va faire 100, quoi. Donc voilà, Kvaratskhelia n'a pas eu de revalorisation salariale. Ça a négocié avec les agents, ça s'est pas fait. Voilà, il va amener de la concurrence avec Barcola. Je pense qu'il peut même jouer. On va regarder aussi les positions d'où il frappe. Il peut même jouer comme attaquant de soutien. On l'a déjà beaucoup vu combiné aux abords de la surface avec Osimhen l'année du Scudetto.
Alors d'ici là, est-ce que Luis Enrique nous le mette en faux neuf? Il n'y a pas des kilomètres, parce que connaissant le Loustic, c'est tout à fait possible. Enfin, Kvaratskhelia, c'est un très beau coup cet hiver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un joueur de très très haut niveau. Hein. Il va arriver, il a que 23 ans en plus. Il a que 23 ans, il est très jeune, il a déjà des références en Europe. Je pense que c'est un joueur qui est destiné à faire de très belles choses. Il l'a déjà prouvé avec le Napoli. Et le PSG c'est vraiment le type de joueur qu'il faut recruter pour avoir des ambitions. C'est-à-dire que, on nous a dit que le PSG ne voulait plus recruter des stars, mais au final, Kvaratskhelia, c'est quand même une star, je suis désolé, hein, c'est 75 millions, sachant que l'année passée, il en valait 120, oui, c'est une grosse star, hein, c'est pas un prospect, là, on est sur du joueur confirmé, mais très jeune, du coup, c'est bien, du coup, forcément, ça a un prix. Donc, c'est un joueur un peu imprévisible, un joueur créatif, ça, Luis Enrique, il aime les joueurs imprévisibles, il aime que son adversaire ne puisse pas lire sa stratégie, ne pas savoir ce que tu vas faire. Ça, c'est super. Ça peut coller. Ça peut coller. Moi, j'aimerais bien le voir avec Ramos. Ça peut être vraiment intéressant, je pense. Alors, il faut savoir que Kvaratskhelia ne pourra pas jouer en Ligue des Champions les 2 derniers matchs de la phase de poule contre City et Stuttgart. Par contre, si le PSG se qualifie, il pourra jouer à partir de la phase à élimination directe. Donc, énorme source de motivation pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Tu as envie d'avoir Kvara à tes côtés en Champions League pour aller jouer un huitième de finale. Donc, les 2 gros matchs qui arrivent là. Match contre City cette semaine. Un City convalescent, mais prenable, je pense. Et une équipe de Stuttgart irrégulière. Là, il faut faire 6 points. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut faire 6 points, il faut faire 2 matchs parfaits, quoi. Ça serait un énorme coup. Ça serait bien pour eux. Bon, je sais pas parce que City commence à regagner des matchs. Ça dépend, on va voir. Je vais pas faire de pronostic là-dessus. Voilà. Donc tu prépares aussi l'avenir avec Kvara, c'est un joueur de 23 ans. Je pense qu'il a encore une marge de progression, moi. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne progresse pas. Il peut encore progresser, bien sûr. C'est un joueur qui peut enflammer le parc avec ses dribbles, avec ses contrôles en petit périmètre, centre de gravité bas, sa frappe, ses patates de loin, ses coups francs. Ça, c'est quelque chose qui va faire vibrer le parc et la Ligue 1 même, hein, parce que cette option de la frappe de loin, Paris Saint-Germain, Ruiz a une bonne frappe. Fabien Ruiz a une bonne frappe, mais on la voit jamais. Et Vitinha aussi a une bonne frappe, mais il tente pas assez sa chance. Il tente moins sa chance cette année, j'ai l'impression. Donc c'est clairement une arme. C'est clairement une corde en plus à l'arc du Paris Saint-Germain. Là, au Napoli, il est remplacé par l'ailier brésilien Neres. Bon, on entend des rumeurs aussi. Des rumeurs qui disent que le Napoli suivrait Zegrova du LOSC. C'est le même type de profil, j'ai envie de te dire. Hein. Petit joueur créatif, à la bonne frappe et très beau joueur aussi, Zegrova. Hein. J'adore aussi Zegrova. C'est vrai que c'est un peu le même style de joueur. Voilà, le PSG nous a dit qu'il allait plus recruter de stars, mais au final, tu vois que tu vas quand même prendre une star, quoi. Voilà. On va regarder un peu la data en détail sur ces 2 dernières saisons au Napoli pour voir vraiment où il est fort. Alors avant de jeter un coup d'œil et d'analyser ces graphiques en forme de pizza, on va dire, en forme de gâteau, de tarte, je t'invite à t'abonner, mon gars, si tu aimes le podcast. Alors, on va regarder un peu ces graphiques et regarder ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, on a la saison 2023-2024 à gauche et 2024-2025 à droite. C'est les contributions offensives du joueur dans les matchs de championnat qu'il a joué. Donc en jaune, vous avez l'attaque, en rose, vous avez la possession, les passes, et en blanc, vous avez la défense. Donc on peut voir toujours qu'il est sur des bases hautes au niveau de l'attaque. Cette année, il a un peu moins de contributions au but. Il tente toujours autant sa chance, 97%. Ça, c'est comparé aux autres joueurs qui jouent au même poste dans le championnat. Il tente toujours autant sa chance. Il tente toujours autant de dribbles, mais il réussit un peu moins de dribbles. Donc on a toujours du Kvara. Alors goal contribution, pourquoi ça baisse? Parce qu'en fait, il est un peu moins bien cette année et il doit repartir un peu de plus loin sous Conte. Avant, sous Spalletti, il démarrait son dribble à 30 mètres des buts. Là, il doit démarrer à 40, donc c'est un peu plus compliqué.
Donc voilà. Mais ça reste toujours d'excellentes statistiques au niveau des expected goals et des frappes cadrées et des dribbles. Des dribbles tentés, pas forcément réussis cette année parce qu'il en a réussi moins, mais bon, il va retrouver sa capacité d'élimination, je m'en fais pas, hein. Il va pas devenir nul du jour au lendemain. On va regarder un peu sur les passes, la possession. On voit qu'il a toujours une bonne précision de passe, entre 80 et 90%, ça ne change pas. Il crée plus de passes dangereuses que l'année passée parce qu'il joue plus bas. Donc vous voyez, il a une meilleure vista et par contre, il fait moins de passes. Ça a un peu baissé. Et il réussit plus de passes progressives. Donc en fait, ça correspond simplement à un joueur qui joue plus bas. C'est pas qu'il est devenu moins fort, je pense qu'il est toujours aussi fort. C'est juste qu'il joue un peu moins haut et qu'il est un peu moins en forme cette année. Par contre, vous allez voir que défensivement, il a progressé. Il gagne plus de duels aériens. Et il gagne plus de duels aériens et il gagne aussi plus de duels défensifs. Et ça aussi, on va regarder. Kvaratskhelia, c'est un joueur qui participe au contre-pressing. Là, je vous mets les high regains, c'est les endroits où il fait du contre-pressing en rose quand il récupère le ballon en moins de 5 secondes. Et en vert, c'est quand il fait du pressing dangereux. Donc vous voyez que c'est un joueur qui est sur la Serie A 2023-2024. Vous voyez que c'est un joueur qui fait des tâches défensives. Il participe aux tâches défensives, contrairement à certains joueurs. Voilà, donc ça reste un joueur vraiment. Il y a une corrélation entre ses XA, les X assists et les passes réussies. Donc beaucoup de passes décisives, surtout dans des angles variés. Très bon tireur de corner aussi. Ça reste un des meilleurs à son poste pour moi. C'est un des meilleurs ailiers gauche d'Europe, j'ai envie de dire simplement. Ça, je l'ai déjà dit. On va le comparer d'ailleurs. Je vais continuer un peu avec ma pizza. On va le comparer à Cody Gakpo de Liverpool. Et ça, c'est Cody Gakpo sur l'année. C'est quelle année ça ? C'est l'année de cette année, 2024-2025. On peut voir qu'il est en dessous de Kvara partout, sauf un peu sur les stats défensifs où il défend plus. Ce qui correspond bien à l'intensité du foot anglais et l'intensité exigée par Arne Slot, où on en a parlé dans le système du 4-2-4 dans la vidéo sur Liverpool. Je vous invite à les regarder si vous ne l'avez pas vu, où je détaille tout le système de jeu de Liverpool. Donc on voit qu'il est un peu au-dessus, on voit que Kvara est un peu au-dessus de Gakpo, qui est aussi un excellent joueur, vous voyez. Bon, je vous laisse les deux, vous comparerez vous-même et plus en détail si vous voulez, mais c'est intéressant de comparer deux joueurs qui jouent au même poste. À savoir que Gakpo défend mieux qu'Osimhen, j'ai envie de dire. Et on va dire que là, si on voit ça, on va se dire « Ah, mais Gakpo, il est pas bon. » Mais non, Gakpo, il est très fort aussi, Gakpo, cette année. C'est juste que il a Salah qui est en feu, donc Salah attire plus l'attention, donc Salah joue plus de ballons, mais Gakpo fait une très bonne saison aussi. Oui, c'est quand même c'est très dur de comparer deux joueurs parce qu'il faut des joueurs à peu près du même âge, à peu près de la même position, et dans l'idéal, dans le même système de jeu. Or, le Napoli et le Liverpool n'ont pas vraiment le même système de jeu. Mais bon, c'était pour donner une comparaison, pour montrer que Kvara est toujours dans les meilleurs d'Europe avec Gakpo à leur poste. Ça reste un gros move. T'es future proof avec Vara. Tu vas construire sur le projet autour de lui parce qu'il a que 23 ans. Il a bien fait d'aller au Paris Saint-Germain. Je trouve que Manchester United, non. Pourquoi les United ? Tu vas jouer la qualif en C3, tu vas jouer le maintien, tu vas jouer la 9e place avec un effectif tout pété, avec Maguire et Anthony. Vraiment, non, c'est pas sérieux. Je ferai une vidéo sur United parce qu'il y a énormément de choses à se dire. Elle est un peu en préparation. Dans mon esprit, on va dire. Je pense que c'est un joueur qui va mettre le feu en Ligue 1. J'ai hâte de le voir en Ligue 1. J'aimerais bien le voir avec un 9. J'ai hâte de le voir avec Kvara et un Dembélé qui est en forme en ce moment. Avec derrière João Neves, tout ça, il y a moyen d'avoir vraiment un beau truc. Alors, les recruteurs du Paris Saint-Germain ne sont pas bêtes. Est-ce que le PSG va nous refaire le coup de la doublette ? Est-ce qu'il va essayer de nous reconstituer le duo de feu du Napoli d'il y a 2 ans ? Sachant qu'Osimhen a été le cas. Osimhen a été mal géré par De Laurentiis puisqu'elle a été prêtée au Galatasaray. Sa valeur a baissé forcément
puisque le championnat turc est moins coté que le championnat italien. C'est pareil, Osimhen, on pensait qu'il allait partir pour 120, 110 millions, et là il doit être... sa valeur a un peu baissé, quoi. Est-ce que le PSG va utiliser Guevara pour attirer Osimhen et avoir un deuxième neuf de niveau... de très haut niveau? Ah, peut-être, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il va amener une plus-value au PSG? Est-ce que vous pensez qu'il va jouer côté gauche? Est-ce que vous pensez qu'il va jouer en faux neuf? Est-ce que vous pensez même qu'il va jouer un peu attaquant de soutien? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain ou pas. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, les amis, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. N'oubliez pas, on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye!